Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à parler du drainage du pneumothorax. Alors, effectivement, Nicolas Vénissac, je suis chirurgien thoracique lillois depuis 2 ans, comme mon accent le laisse encore un peu entendre. Je ne suis pas trop de la région. Donc, je vais vous parler du pneumothorax, comment je draine. Donc, je me suis plutôt axé sur ce qui était technique, parce qu'il me semble que c'est ce qui était demandé. Tout d'abord, parce que ça fait toujours classe, un peu d'historique sur le pneumothorax. En fait, quand on regarde le premier drainage du pneumothorax, c'est ancien, c'est le 15e siècle, et c'est un Turc qui l'a mis en place. Il a planté un pieu dans un thorax avec une cloche sous vide, et il a drainé le premier pneumothorax, en sachant que la première thoracosynthèse, c'est Hippocrate qui l'a faite bien avant. Et donc le pneumothorax lui-même, toutes les définitions, tout ce que l'on connaît à l'heure actuelle a été défini par Laennec bien plus tard. Alors pneumothorax, c'est un peu vaste comme terme, parce qu'il y a le pneumothorax qu'on connaît tous, du long longiligne, qui va faire son pneumothorax spontané idiopathique, mais il y a tous les pneumothorax spontanés également sur des pathologies sous-jacentes, que ce soit comme sur le scanner d'en haut, une histiocytose X, ou de l'endométriose. Et ensuite, on a tout ce qui est pneumothorax traumatique, donc le suicide, mais les anesthésistes réanimateurs sont aussi pourvoyeurs de pneumothorax, pas forcément avec une dague, mais éventuellement avec une voie centrale ou d'autres bricoles. Et même sans toucher trop aux malades, il y a les pneumothorax chez les patients ventilés, qui est un problème majeur dans les années 90, qui s'est un peu réduit, mais qui reste quand même un problème non négligeable et qui est dépendant essentiellement de l'état et de la pathologie pulmonaire sous-jacente. Alors la plèvre, c'est un organe qui est hyper intéressant, on peut en parler pendant des heures, j'ai que 25 minutes, donc on va faire court. La plèvre viscérale, c'est quelque chose de stupide, qui est une monocouche qui recouvre le poumon. C'est pas très intéressant. La plèvre pariétale est beaucoup plus intéressante avec des pores de Wong que vous connaissez. Mais par contre, la résorption de l'air ne se fait que par diffusion au travers de la membrane de la plèvre viscérale et donc elle se fait qu'en fonction de la pression partielle des gaz. Il n'y a pas de résorption des gaz, notamment par la plèvre pariétale et par les lymphangions. Pour drainer, il faut du matériel. Alors matériel, maintenant, il y en a beaucoup. Il y a les drains en caoutchouc, ça s'utilise plus, c'est pour ça que je ne vous les ai pas mis, les gros drains de Monaldi orange, là on n'en voit plus. Ce sont essentiellement des drains en PVC ou en silicone qui sont multiperforés, mais vous voyez qu'on peut aussi avoir des drains non pas perforés mais rainurés, c'est ce qu'on appelle les drains de Blech, et des drains de tout petit diamètre en queue de cochon qui sont les Furman, le pigtail, qui est celui d'en haut à droite. Ça, c'est avec tout le type de drain que l'on va pouvoir drainer. Par contre, il y a une autre catégorie de drains, c'est ceux avec lesquels il ne faut pas drainer, et c'est tous les drains qui comportent un mandrin métallique à l'intérieur acéré, qui sont faits exprès pour essayer de tuer le malade s'il n'arrive pas à mourir tout seul de sa pathologie. Donc ça, si on peut éviter, c'est mieux. Et le Pleurocat, c'est un peu le même genre, on en voit quasiment plus, c'est cette grosse aiguille, ce gros trocar hyper acéré, avec un tout petit drain à l'intérieur, donc ça aussi, c'est hyper dangereux. Donc il y a pas mal de tailles de drain, et on a du mal à définir ce qu'est la taille de drain, c'est un peu empirique. On décrit la taille des drains en fonction de French ou Charrière, ce qui est la même chose, et qui vient d'un fabricant de matériel médical français, qui en fait tout bêtement inventé l'instrument pour mesurer des instruments ronds. Et donc un French, c'est 1/3 de millimètre, et c'est international. Grosso modo, on dit que de 8 à 14 French, ce sont des petits drains, et au-delà de 24, ce sont des gros drains, de gros diamètre. On n'a pas beaucoup de recommandations et surtout pas d'études très très fiables pour recommander des drains. Il y a des recommandations de la BTS qui datent maintenant de 2010. Il n'y a pas eu de réactualisation qui propose d'utiliser des petits drains pour drainer le pneumothorax.
Ce que l'on sait dans les études, c'est que d'un point de vue fluide, in vitro, c'est mieux de mettre des gros drains quand on étudie du 19 French versus du 28, mais ça ne se vérifie pas in vivo, où c'est exactement pareil finalement d'utiliser l'un ou l'autre. Dans l'étude de Park, ce qu'il montrait, c'est que quand on veut drainer un thorax et qu'on utilise moins de 8 French, en général, ça se bouge, ça ne marche pas. Donc c'est probablement la limite inférieure de la taille des drains que l'on peut utiliser. Les petits drains, c'est très bien, mais ça a quelques inconvénients. D'abord, ça peut se plicaturer, donc le kinking, et notamment quand ça sort de la peau, on a parfois tendance à plicaturer ces drains et du coup, ils sont plus efficaces. Ils peuvent se boucher, ça arrive exceptionnellement sur des pneumothorax spontanés quand c'est que du pneumothorax. On a plus de mal à les fixer, donc on peut les arracher involontairement. Ils peuvent se casser, comme vous pouvez voir sur la diapo, ce qui est toujours un peu embêtant. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils sont beaucoup moins douloureux, c'est qu'il y a moins d'infections qu'avec des gros drains et qu'on entraîne moins de lésions, ou en tout cas moins de lésions graves des autres organes. Donc, puisqu'on m'a nommé expert du drainage du pneumothorax, je vais vous donner des recommandations dont le niveau de preuve, vous voyez, avoisine le 0. Pour un pneumothorax pur, on peut très probablement utiliser des petits drains de type Fuhrmann de 8 French sans aucun problème. C'est ce qui se fait actuellement, en tout cas dans le drainage du pneumothorax spontané idiopathique. Et probablement que pour les hémopneumothorax, c'est-à-dire pour les pneumothorax traumatiques, où l'on va là avoir un liquide avec des protéines et de la fibrine qui vont avoir tendance à se boucher, il faut utiliser un peu plus gros et donc du 20 French. Avant de drainer, il faut être certain qu'il y a un pneumothorax, c'est toujours mieux. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir la radiographie thoracique. Quand vous avez une radiographie thoracique comme celle-là, avec un pneumothorax complet compressif, a priori pas trop de doutes. Le scanner, c'est très bien également. Il faut se méfier des malades emphysémateux, ne pas aller drainer une bulle, ça arrive à tout le monde et ça ne rend pas forcément service aux patients. Donc bien vérifier les raccords, qu'il n'y ait pas de septa à l'intérieur de ce que vous prenez pour un pneumothorax, de façon à ne pas drainer une bulle. Et bien entendu, ce n'est pas à vous que je vais apprendre l'intérêt de l'échographie, qui permet maintenant d'avoir des images pleurales de grande fiabilité au lit du malade et quand on veut, sans l'irradier. Les principes du drainage, ils sont très simples, il y en a 3. Il faut être propre. Quand on draine un pneumothorax, c'est sûr qu'on va guérir le malade, on va lui faire une symphyse pleurale si on transforme le pneumothorax en pleurésie purulente, mais ce n'est pas forcément ce qui a été recherché initialement. Donc stérile, il faut être étanche. Si vous mettez un drain et que l'air peut rentrer, sortir autour du drain, ce ne sera pas très efficace. Et il faut être donc unidirectionnel, il faut aller du malade vers l'extérieur et que ça ne puisse pas repartir dans l'autre sens. Pour drainer correctement un malade, il y a 2 grandes voies d'abord. La première, c'est la voie d'abord antérieure, qui va être repérée, et je reviendrai un peu dessus, par la ligne médioclaviculaire, et on va piquer au-dessus de la 3e côte, et la voie d'abord axillaire, dite dans le triangle de sécurité, qui est la voie d'abord plutôt de la traumatologie, qui est en tout cas recommandée en traumatologie, et qui est donc limitée en avant par le grand pectoral, en arrière par le grand dorsal, et toujours au-dessus de la 5e côte. Alors les voies d'abord changent, l'anatomie beaucoup moins, et donc il y a des grandes constantes. La première, c'est que le pédicule, mais j'enfonce des portes ouvertes, le pédicule intercostal, il est sous la côte. Donc quand on rentre dans un thorax, on rentre systématiquement sur le bord supérieur de la côte pour éviter de piquer le pédicule intercostal. L'autre chose, c'est que le thorax, c'est conique. Donc quand on va piquer en bas d'un thorax, on va être perpendiculaire, on va faire à peu près ce qu'on imagine. Quand on monte dans un thorax alors qu'il est complètement conique, si on pique perpendiculairement à la peau, ben on ne piquera pas perpendiculairement à la paroi thoracique et c'est là qu'on va commencer à faire des âneries. Donc il faut avoir en tête la 3e image, c'est qu'en haut le thorax, il n'est pas du tout parallèle à la peau, c'est un cône, et que si on veut piquer perpendiculairement à la paroi thoracique, il faudra piquer vers l'intérieur et légèrement vers le bas, sinon vous risquez de passer devant le thorax et de rater votre thorax, ce qui est ballot.
Les autres constantes, c'est la mammaire interne, la thoracique interne, donc qui passe entre 1 et 2 cm du bord sternal. Donc ça, c'est important à repérer pour ne pas aller le piquer quand on draine. Et la grande constante, si vous voulez vous repérer dans un thorax, c'est l'angle de l'ouïe. Manubrium, corps sternal, on a une boule. Il n'y a aucune modification anatomique, c'est toujours la deuxième côte qui est en face, toujours. Si vous comptez les côtes à partir d'en bas, vous allez avoir des côtes surnuméraires ou des côtes manquantes, vous allez tout le temps vous planter. Si c'est un obèse, vous ne les compterez pas. Donc la seule possibilité, c'est de commencer là, et en face, il n'y a jamais de modification, c'est toujours la deuxième côte, même si on a des côtes surnuméraires, cervicales, même ce que vous voulez, c'est toujours la deuxième côte. Donc c'est le seul moyen de se repérer sur un thorax. Ce qui veut dire que quand on fait une voie antérieure, c'est la voie médioclaviculaire d'une part. Pourquoi médioclaviculaire? Parce que si on prend la ligne mamelonaire, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer que ça peut être variable, cette notion. Donc c'est bien médioclaviculaire. Et ensuite, c'est au-dessus de la troisième côte. Donc au-dessus de la troisième côte, ça veut dire qu'on a l'angle de l'ouïe, on a la deuxième côte. La côte du dessous, c'est le troisième. Je suis en médioclaviculaire, je peux piquer en toute sécurité. Donc ça correspond à ça, médioclaviculaire, angle de l'ouïe. Pour les repères anatomiques concernant la voie axillaire, donc on a vu les muscles, il y a le grand pectoral devant, il y a le grand dorsal derrière, et ensuite on va devoir piquer au-dessus de la cinquième côte, au-dessus systématiquement. Il y a un pointeur là? Parce que à partir de la cinquième côte, en position neutre, vous avez le diaphragme. Donc si vous piquez en dessous de la cinquième côte, vous commencez à prendre des risques sur un drain qui va être thoraco-abdominal et avec éventuellement des lésions ou du foie ou de la rate ou de l'estomac ou de ce que vous voulez. Donc c'est important de bien se repérer. La deuxième chose, c'est que dans le triangle de sécurité, c'est grand, ces triangles de sécurité, il faut être le plus antérieur possible, donc il faut être pas loin du grand pectoral, d'une part parce que ça vous évitera d'être dans le lit du patient, et d'autre part, vous voyez sur cette projection que si vous vous mettez en antérieur, vous avez assez peu de chances d'être dans la scissure. Si vous vous mettez en postérieur, vous allez arriver au niveau de la scissure et vous risquez d'avoir un drain mal posé parce qu'il va être dans la scissure et quand le poumon va se regonfler, votre drain sera inefficace. C'est ce qu'on appelle la malposition des drains thoraciques. Donc je vais vous montrer les deux mises en place. La première qui est la voie, la balloon dissection, là, qui est chirurgicale, et ensuite on verra celle que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui est la percutanée. Ah mince. Voilà. Alors je suis désolé pour la musique d'ascenseur, c'est pas moi qui l'ai choisie. On n'entend plus rien. Bon, je vais couper le son, ce sera mieux. Donc, ça devrait avancer à un moment donné. C'était pour occuper les 30 minutes, je n'étais pas sûr de tenir. Donc, voilà le matériel, de quoi faire une locale. Ça, bon, bistouri, lame pointue, lame 11. Ça, c'est l'instrument clé, c'est-à-dire avoir une pince ronde au bout. Et vous voyez, ces pinces de Rochester, c'est le mieux. Le drain, là, il est un peu gros, mais en fait, vous verrez que c'est pour un épanchement néoplasique. Donc ça, c'est la fameuse pince de Rochester, à bout mousse. Du fil, du gros fil, parce que c'est bien de mettre bien un drain, mais s'il part tout de suite après l'avoir mis, c'est dommage. Donc il faut bien le fixer. De quoi faire l'asepsie. Et après, on prépare en général son unité de drainage avant la mise en place du drain. Et souvent, on fait ça pendant que la locale prend. Donc, c'est un geste qui est stérile. On est habillé en stérile et on a une préparation cutanée adéquate. On fait ça local sur le bord supérieur de la côte, bien entendu. Idéalement, on repère avec un feutre avant l'endroit où on va piquer pour être sûr d'être au-dessus de la cinquième côte. Et on fait ça local en aspirant, de façon à retrouver l'acide du liquide, vous voyez, qui revient, mais retrouver de l'air pour être sûr qu'on est bien en place. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait une anesthésie, non? Ce sera un comble.
Donc je vais passer de commentaires là. Ça sert aussi pour les chirurgiens qui attendent jamais que la locale fasse effet. Vous voyez? Donc on fait une incision cutanée au bistouri froid, on fait suffisamment grand parce qu'il va falloir rentrer un doigt là-dedans. Et ensuite, on va sur le bord supérieur en poussant, il ne faut pas avoir peur, mais en retenant sa pince pour ne pas passer de l'autre côté du malade. Et donc, on sent très bien quand on a passé la plèvre, et là, vous voyez, il y a le liquide qui sort. Si c'est un pneumothorax, on a le pchit du pneumothorax qui sort. On vérifie qu'il n'y ait pas de symphyse pulmonaire derrière, qu'on n'ait pas fait d'ânerie. Et on voit très bien, en passant la Rochester là, qu'elle circule librement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poumon à coller derrière. Et donc, on va pouvoir glisser le drain sans mandrin, bien entendu, et sans difficulté où l'on veut. Ça, c'est un temps important. Ça paraît bête, mais c'est fixer le drain. Il faut bien fixer le drain. Nous, on fait souvent des Blair Donati de façon à ce que ça ne s'arrache pas. Et il ne faut pas hésiter à faire des lacets au-dessus pour que ça tienne. Parce que les drainages sous-local, c'est rarement très bien supporté par accepté par le patient, et si vous revenez en lui disant c'est ballot, il est parti, votre drain, ça ne va pas l'amuser. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. La locale, on incise et on pousse la pince de Rochester au travers de la plèvre pour venir dans l'espace intercostal. On vérifie qu'il n'y ait pas d'adhérence et ensuite on peut glisser notre drain sans difficulté. Donc voilà ce qui se passe au niveau endothoracique. Le petit doigt, c'est libre, on peut glisser le drain. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que pas mal de gens me disent « Oui, moi je mets un drain parce que je veux mettre le drain vers le haut, je veux mettre le drain vers le bas. » Tout ça, pour tous ceux qui sont un peu bricolés, vous savez que c'est du n'importe quoi. Si vous faites un trou dans un mur et que vous ratez votre coup et que vous tirez vers le haut, eh bien, votre vis, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ira vers le haut. Donc, ce qui fait la direction du drain dans le thorax, ce n'est pas la façon dont vous allez l'orienter dans la cavité thoracique, c'est le trajet que vous aurez donné au travers de la paroi thoracique. Donc si vous voulez qu'un drain monte, ben, vous allez inciser un tout petit peu plus bas que la côte et vous allez faire un trajet pariétal ascendant. Si vous voulez qu'un drain descende, vous piquerez un peu, vous ferez votre incision un peu au-dessus de la côte et vous ferez un trajet descendant. Et il n'y a que ça qui va diriger votre drain et ce n'est certainement pas le fait de vouloir mettre un trocard dedans. Vous mettez un trocard, si vous avez un angle comme ça, vous allez mettre le trocard, vous allez sortir le trocard, le drain va retomber obligatoirement. Donc c'est le passage transpariétal qui oriente le drain dans le thorax. Donc ça c'est pour ce qui est chirurgical. Et ensuite c'est le Fuhrmann. Alors ça c'est la voie de la simplicité. C'est une voie en plus que vous utilisez tous les jours dès que vous mettez une voie centrale. Donc c'est un matériel en plus que vous connaissez parfaitement bien. Enfin, vous mettez rarement des trucs dans les veines caves, vous ne mettez pas des trucs en queue de cochon, mais sinon le reste c'est à peu près pareil. Par contre, ce sont des voies antérieures et donc ne pas oublier ça. Ne pas oublier que la paroi thoracique derrière, elle n'est pas parallèle à la peau et qu'il faut donc s'incliner, que quand on va piquer, on pique légèrement de haut en bas et légèrement vers l'intérieur pour être perpendiculaire à la paroi thoracique. Et donc, ce que l'on va faire, c'est la même chose. On fait la locale. Toutes ces photos, vous les connaissez, elles traînent sur Internet depuis 15 ans. Et alors, je me suis payé le luxe quand même de faire à des anesthésistes les méthodes Seldinger, parce que sinon, c'est pas courageux. Donc, vous faites la locale. Vous savez faire une locale. En aspirant pour avoir votre air. Voilà. Donc, je vais passer vite quand même, parce que vous allez finir par me jeter des tomates. Ensuite, on va prendre notre mandrin métallique, on le glisse dans le trocar, tout va bien. On enlève l'aiguille, mais on n'enlève pas le mandrin. Ça, c'est comme d'habitude. On incise la peau sur le guide. On met le dilatateur en place. Et ce que disait Charles-Hugo Marquette, quand il faisait ses cours, là, certains connaissent, qui est un ancien Lillois, c'est qu'il faut passer 3 fois. Si on ne passe pas 3 fois, le dilatateur, le Fuhrmann ne passe pas. Donc, moi, je passe religieusement 3 fois mon dilatateur quand je mets un Fuhrmann. Je n'ai jamais essayé à 2 ni à 4, mais à 3, ça marche en tout cas. Et ensuite, donc, on ressort le dilatateur et on met notre drain.
puis il y a un robinet 3 voies, puis après on connecte, etc., etc. Et on fixe. Alors ces petits drains, ils sont pénibles à fixer. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'il faut les fixer. Comment on fixe, nous, des drains, des petits drains chirurgicaux? On fait une boucle qui est un peu lâche, et après on fait nos lacets de chaussures autour. Si on veut serrer d'emblée près de la sortie de la peau, c'est là où vous allez faire un kicking, une plicature avec le drain, et c'est là où votre drain ne va pas être efficace. Donc vous laissez un peu de mou, et vous faites vos nœuds, et vous en faites plusieurs, parce que ce sont des drains qui ne sont pas très très rigides. Si vous serrez comme un fou, vous allez couper le drain, ou vous allez l'occlure. Donc il faut faire plusieurs fois des nœuds, comme ça à distance, mais sans trop serrer le drain, et vous vérifiez que votre drain tient, une fois que vous avez terminé, que vous êtes content de vous. Et ça, c'est les Blair Donati, pour pas que la peau s'arrache quand on met des drains un peu plus gros, notamment par voie axillaire. Alors, le drain, ensuite, on va le raccorder, soit un pleurévac, soit simplement une valve de Heimlich. On est en train là, de voir avec les services des urgences pour faire la prise en charge du pneumothorax spontané idiopathique en ambulatoire. Donc, les malades, ils repartent comme ça, avec juste la valve de Heimlich. On peut mettre un cartable, ou on peut mettre un cartable autonome. Enfin, après, on a le choix. Est-ce que j'aspire mon drain? Alors, si on a un pneumothorax compressif, certainement pas, parce que c'est là où on va faire un œdème de réexpansion. Donc, j'ai un pneumothorax compressif, j'ai un pneumothorax complet depuis je ne sais pas combien de temps, je mets en place mon drain, il n'y a plus de menace, je ne le mets pas en aspiration, ou tout au moins pas en aspiration dans les premières heures. Un pneumothorax spontané idiopathique, on se rend compte de plus en plus que le mettre en aspiration, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et que ça revient aussi vite et que la durée de drainage est la même si on laisse le drain en simple siphonnage sur une valve de Heimlich. Les pneumotraumatiques, en général, on les met en aspiration, surtout si on a des problèmes de réaccolement. Le grand classique, maintenant je vois qu'il n'y a que des gens très très jeunes, ça veut dire plus jeunes que moi, ça m'arrive de plus en plus souvent qu'il y ait des gens très très jeunes dans les salles, c'est de ne pas clamper. C'était un grand truc, moi, quand j'étais interne, chef de clinique, etc. On clampait tous les tuyaux. Dès qu'il y avait un tuyau, on le clampait. C'est une ânerie. Ça ne sert à rien de clamper un drain. S'il y a un pneumothorax qui est compressif, vous allez entraîner une embolie gazeuse. C'est la seule chose intelligente que vous puissiez faire en clampant un drain. Donc, on ne clampe pas les drains. Et si on doit aspirer, on aspire entre moins 10 et moins 20. Aspirer au-delà n'a pas d'intérêt. Si un poumon ne revient pas à moins 10, moins 20, vous allez créer des lésions en mettant des dépressions très très importantes. Donc il faut laisser un peu le temps en faire et laisser remonter le poumon à la paroi. La première question, une fois que je suis tout content et que j'ai drainé, c'est est-ce que ça marche? Donc est-ce que le malade qui était en pneumothorax compressif et qui était violet est un peu plus rose et il respire mieux? Est-ce qu'il y a bien de l'air qui circule dans mon système de drainage? Et est-ce que j'ai bien fait une radio de contrôle? Et est-ce que je suis critique avec moi-même et non pas tout content d'avoir mis un drain alors qu'il y a toujours un pneumothorax derrière parce que le drain, malheureusement, il est devant la cavité thoracique et il n'est pas dans la cavité thoracique. Donc ne pas être trop indulgent avec les gestes que l'on fait. Si ça ne marche pas, c'est probablement qu'on a fait une bêtise. Et je vérifie tout. Alors j'ai le malheur d'avoir une femme anesthésiste à qui j'ai montré mon topo, puisque je m'adressais quand même à un parterre assez peu chirurgical, et qui m'a dit « N'oublie pas de dire comment on enlève un drain ». Alors, si vous trouvez ça débile, vous verrez avec elle, je vous donnerai les coordonnées. Là, c'est pareil, il n'y a pas de recommandation bien particulière. En chirurgie, en tout cas, ce dont on a l'habitude, et depuis les recommandations de la réhabilitation améliorée après chirurgie, ce que l'on fait, c'est qu'on enlève un drain quand il donne moins de 400 ml par 24 heures, ce qui n'est pas le problème, on est bien d'accord, dans le drainage du pneumothorax, et dès lors qu'un drain ne bulle plus pendant 6 heures. Donc, a priori, ces recommandations, on peut aussi les prendre pour le pneumothorax isolé. L'ablation du drain doit se faire en expiration pour des simples raisons physiologiques, c'est qu'au moment où on expire, la pression intrapleurale est positive et qu'on a donc moins de chances de faire entrer de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. On ne met pas de bourse, ça ne sert à rien. Si vous avez déjà été drainé, le seul moment que vous redoutez, c'est l'ablation du drain et qu'on va vous serrer une bourse sur une peau hyper inflammatoire.
et donc vous allez monter au rideau quand on va vous enlever le drain. Donc on prend une compresse de pommade bétadinée, on enlève le drain, on plaque la compresse à la place, ça fait étanchéité. Au bout de 10 minutes, les plans sont effacés, il n'y a plus aucun risque. Donc, à moins d'avoir un malade complètement cachexyque et vous voyez le poumon à travers la peau, où là, manifestement, les plans ne vont pas s'effacer, il faut avoir une bourse. Les autres, ça ne sert strictement à rien. Alors, il y a quelques complications au drainage. Il y a une mortalité. La mortalité, elle est de jusqu'à 0,7%, ce qui est énorme, et elle est liée en général à l'embrochage du cœur, de l'artère pulmonaire, du poumon, du foie, de la rate, de ce que vous voulez. À chaque fois que je fais cours sur le drainage thoracique, je dis toujours la même chose, c'est-à-dire n'essayez pas l'originalité, tout a déjà été publié. Donc le plus simple, c'est de mettre le drain dans la plèvre. Ça, même dans le canal médulaire, ça a été publié, donc vous n'arriverez pas à faire un cas clinique avec votre bêtise. Donc mettez-le dans la plèvre, ça suffit. Alors, les complications, elles sont de deux types. Immédiates, c'est bien entendu la douleur, des saignements parfois quand on tape un peu le pédicule intercostal. Et dans les retardés, il y a essentiellement, bien sûr, la douleur. Dès qu'on met quelque chose entre deux côtes, ça fait mal. Les occlusions, mais qui sont assez faibles, vous voyez, 7%. La chute du drain, ça, ce sont aussi les petits drains. Et la malposition, qui peut aller jusqu'à 25% dans les séries de mise en place de drains en urgence. Donc ça, c'est fréquent. Et la plus fréquente des malpositions, c'est l'intercissurale. Donc dès que le poumon se regonfle un peu, le drain est inefficace. Vous voyez que le dème de réexpansion, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, ça existe réellement. Et quand on regarde différemment, même si c'est sur des traumas, vous voyez que c'est assez bien réparti et que la radio que je vous ai montrée tout à l'heure avec le joli drain qui était bien dans le thorax, mais toujours un pneumothorax en place, ce sont aussi des choses qui arrivent régulièrement et pas qu'aux autres. Hein, donc il faut savoir y penser. On a une radio, on a le drain qui se projette sur la cavité thoracique, mais ça ne sert à rien ce qu'on a fait, c'est que probablement on n'est pas dedans. Alors il y a quelques contre-indications qui sont très relatives, c'est les troubles de la coagulation. Mais il est évident que si vous avez un malade qui est en train de mourir d'un pneumothorax compressif, même s'il a 10 000 plaquettes, vous allez planter un trocar au-dessus de la troisième côte. Ce sont les atteintes cutanées. Si vous avez d'énormes dermabrasions ou de lésions purulentes, vous allez chercher un endroit quand même à peu près propre. Et se méfier des cicatrices. Dès qu'on a la moindre cicatrice, même d'un drain, en face, ça correspond à ça dans le thorax. Donc ça veut dire que vous risquez si vous mettez votre drain en face d'une cicatrice, vous risquez de vous retrouver dans le poumon. Donc il faut savoir faire, connaître son matériel. Le matériel évolue, donc il faut savoir comme vous, hein, comme l'anesthésie et réanimation a beaucoup évolué. Donc vérifier l'indication. Pour les pneumothorax spontanés isolés, un drain de Fuhrmann antérieur de 8 doit suffire. Dans la traumato, il faut mettre un peu plus gros et dans le triangle de sécurité. Vérifier que tout fonctionne et des ablations sans bourse à moins de 400 ml et moins de 6 heures de bullage. Le drainage, c'est comme tout. Ça s'apprend, ça se pratique. Tout évolue, donc il faut savoir le faire, et si on ne le fait pas assez, il y a des mannequins qui sont pas mal faits pour aller s'entraîner plutôt que de faire sur les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation et pour le respect du timing. Est-ce que l'Assemblée a des questions? Vous pouvez lever la main si vous en avez. Vas-y, Maxence. Non, j'en ai pas parlé. Le drain de Monaldi avec introducteur, il ne doit de servir que pour les passages sous-cutanés. Sinon, il y a interdiction de passer un introducteur au-delà de la plèvre pariétale.